Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Si je vous dis WAM, vous me dites Success Story et vous avez raison. WAM, l'acronyme de We Are All Métis, c'est l'histoire d'une femme hors du commun. Une femme avec la vision d'une industrie cosmétique éthique et responsable. J'ai l'honneur de recevoir dans ma pause café avec Tia Dienaba Ndoye. Pendant cette conversation, nous parlerons d'audace, de création d'entreprise, de valeurs, de représentation et d'éthique. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le faire partager et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Dienaba. Bonjour Tia. Comment ça va? Parfait, je suis ravie d'être là. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis honorée. Surtout que j'imagine que tu dois avoir un emploi du temps hyper chargé. Donc, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous parler de toi et surtout de ta success story. C'est un peu... c'est vraiment... Je suis très honorée d'être là et c'est... voilà, c'est success story. On a encore beaucoup de boulot, mais c'est vrai que jusqu'ici... il y a beaucoup de choses à dire sur le parcours que j'ai pu faire jusque-là avec WAM. Génial. Alors, première question que je suis obligée de te poser, mais c'est la question que je pose à tous mes invités. Tu es plutôt thé ou café? Moi, je suis plutôt café, en fait. Parfait, parfait. Comme moi. Donc, ce sera bien une pause café. Exactement. Alors, on va remonter le temps. Quel genre de petite fille étais-tu? Alors, une petite fille plutôt timide, réservée, assez garçon manqué. Voilà, j'ai jamais pensé justement que je serais un jour dans le monde des cosmétiques. Et c'est vrai que quand j'y pense aujourd'hui, je me dis mais c'est incroyable quand même parce que moi c'était vraiment jean, basket et vraiment la simplicité. J'ai grandi avec des garçons puisque mes frères après moi c'était plus les frères, ma sœur est arrivée beaucoup plus tard et donc voilà, j'étais entourée de garçons et j'avais plus de potes que de copines et j'étais assez timide. D'accord. Tu passes ton enfance entre le Koweït, l'Irak, l'Angleterre. Est-ce que ces voyages ont construit une vision de la vie qui a eu un impact sur la femme que tu es aujourd'hui? Ah oui, carrément, c'est grâce à ces voyages-là que j'ai développé plusieurs aspects de ma personnalité. D'abord, l'ouverture d'esprit. Parce que assez vite, avant l'âge de mes 10 ans, j'avais déjà vécu sur 3 continents, vécu dans plus de 4 ou 5 pays, mais vivre vraiment, quoi, l'Irak, le Koweït, l'Angleterre, le Sénégal. Et donc, ça, effectivement, on côtoie beaucoup de monde, on parle plusieurs langues, et puis assez vite, en fait, on a aussi une capacité d'adaptation. Parce que à chaque fois il faut recommencer, refaire voilà l'école, nouvelle école, nouveaux amis, nouvelle langue des fois. Donc ça a été énormément influence sur qui je suis aujourd'hui et surtout ma vision du monde, qui est une vision assez d'un monde comme plus sur l'enrichissement qu'on s'apporte mutuellement. Le fait que justement tout ça c'est que du positif et des choses qu'on est censé partager ensemble. Et c'est ce qui dicte un petit peu ma volonté ou mon envie en tout cas de pouvoir partager les ressources de la terre avec et surtout leurs petits secrets en tout cas avec les femmes et les hommes du monde entier, quoi. Est-ce que ça a été difficile, parce que tu nous parles d'adaptation, mais est-ce que quand on est enfant, c'est difficile de changer comme ça de pays à chaque fois, ou est-ce qu'au contraire, l'enfant a cette ressource que peut-être des fois on sous-estime de s'adapter très facilement? Toi, tu l'as vécu comment?
Moi, je l'ai vécu, bah, je pense, alors j'arrive pas, il faudrait que je pose la question à mes parents, mais oui, c'est toujours un moment difficile, parce que on quitte ses amis, c'est toujours la fin du monde, surtout quand on est enfant. Voilà, il y a quand même, je vois aujourd'hui avec mes enfants, rien que bouger d'une maison ou d'un quartier, c'est waouh, c'est impossible à envisager, ou alors il faut négocier pendant des heures. Donc je sais que ça doit être assez compliqué, mais par contre pour moi en tout cas, je pense qu'on réussit toujours à s'adapter et à retrouver des nouveaux copains, etc. Et au passage, on a appris énormément de choses. On s'est ouvert l'esprit, et c'est un enrichissement incroyable. J'aurais juste peut-être préféré peut-être le faire, ces expériences extraordinaires, les avoir eues un peu plus tard, parce que pour le coup, les souvenirs auraient été plus frais dans ma mémoire, et tu vois, j'aurais, je pense, gardé plus de choses, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on entend des parents qui ont envie de partir, d'oser l'aventure, mais qui restent en disant oui, mais il y a les enfants. Et tu es l'exemple parfait qu'on peut, avec des enfants, on peut oser l'aventure, on peut oser bouger. Alors bien sûr, ça se prépare, mais qu'on peut le Oui, faire. oui, on peut le faire. Et franchement, je n'ai vu que des enfants extrêmement euh, ouverts d'esprit, capables de s'adapter, et surtout, enfin, je veux dire, c'est une chance en fait quand on est enfant de côtoyer d'autres. Je pense que ça permet aussi de s'ouvrir aux autres et d'être plus tolérant. Euh, et vis-à-vis de l'étranger et de la différence, d'accepter la différence. Moi, c'est clair que c'est génial de pouvoir le faire. Après, clairement, c'est plus difficile. Moi, ce que je dis toujours maintenant à mes équipes, c'est clair que là, on a un de nos super apprentis là qui vient de finir sa période d'apprentissage et qui part faire le tour de l'Océanie, et je dis bah, c'est génial, c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi. Il faut vraiment profiter de toutes les occasions. Mais bon, toi tu connais très bien le voyage, c'est vraiment ton truc, donc J'ai de la chance de pouvoir voyager, mais c'est vrai que c'est une ouverture d'esprit qui est tellement importante, je trouve, pour son épanouissement personnel que si on a l'occasion, l'opportunité, les finances de le faire, faut vraiment pas c'est ça. hésiter. Est-ce que, enfant, tu avais une idée de ce que tu voulais faire plus tard ou est-ce que pas du tout, tu te laissais porter par la vie? Alors non, moi j'avais quelques idées assez précises dans ma tête. En fait, je voulais être pilote. Ah ouais? Ou médecin. Voilà. Donc ouais, D'accord. j'ai fait ni l'un ni l'autre, hein. Et en fait, ça c'était jusqu'à, je pense, avant le lycée. Et je pense qu'à partir de la fin de lycée, j'ai dû assez clairement être certaine que je serais entrepreneur. À un moment, dans ma tête, c'était clair que euh, j'allais avoir ma propre boîte, parce que j'avais cette envie aussi de changer plein de choses tout le temps, et toujours, enfin, j'avais un esprit créatif aussi, où j'avais tout le temps besoin d'exprimer en tout cas des idées, des propositions, des nouvelles façons de faire les choses, et que je savais que voilà, il y avait que dans l'entrepreneuriat que j'allais pouvoir vraiment explorer et en même temps exprimer tout ce que j'avais dans la tête. Il y avait des entrepreneurs dans ta famille autour de toi qui t'ont montré la voie? Oui, alors mon père est un serial entrepreneur. Voilà, on peut même dire que c'est chez lui, il ne peut pas s'arrêter. Il a D'accord. en tant que fonctionnaire depuis très longtemps, et il a jamais arrêté de travailler. Il est toujours dans un projet. Je pense qu'il a tout fait en fait comme comme type d'entreprise, et ça n'arrête pas. Donc oui, ça c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours osé aller vers ce en quoi il croit, prendre des risques, assez souvent d'ailleurs jusqu'à maintenant. Voilà, fonceur. Je pense que c'est un bel exemple effectivement pour ça. D'où te remonte ton plus ancien souvenir concernant les cosmétiques? Ça remonte à quand? Ah, ah bah,
les cosmétiques en général, mon plus ancien souvenir, oh là là, c'est pas forcément des beaux souvenirs. Par contre, C'est vrai? voilà, le premier, ça va être déjà peut-être, déjà je peux parler du beurre de karité, hein, qui a été à l'origine de la création de WAM. Le beurre de karité, enfin, c'est le produit qu'on utilisait tous les ans, aussi longtemps que je me souviens. On le battait. Donc à l'arrivée de l'hiver du Sénégal, on battait le beurre pour faire comme une mayonnaise en fait, et on mettait des zestes de citron pour le parfumer. Ça, D'accord. c'était le produit maison de base. Et sinon, après seulement, je considère ça maintenant comme un produit cosmétique, mais à l'époque, c'était juste pour nous, ça faisait partie de la C'était à palette, base. voilà, de base, quoi. Donc, sinon, oui, les souvenirs que j'ai vont pas être forcément les meilleurs parce que ça va être le défrisage, ça va être voilà, la vaseline, enfin toutes ces choses-là qui aujourd'hui, quand On a connu. voilà, on a tous connu ça. Les cheveux enfin, le cuir chevelu qui crame parce qu'on a été défrisé trop tôt et trop longtemps. Voilà. Donc c'était pas toujours mon dada. Et puis après, je sais que on a aujourd'hui une idée très claire de ce qu'il y a dans les cosmétiques, mais à l'époque, effectivement, on regardait pas la listing key, on savait même pas ce que c'était, on savait pas le déchiffrer, on n'avait pas les applications pour nous aider, on n'avait pas les marques pour décrier, ni les influenceurs d'ailleurs, et donc clairement, c'était pas forcément la même perception des choses, mais quand on y pense maintenant, on se dit aïe. Mais heureusement que les choses évoluent parce que justement, la connaissance qu'on n'avait pas aujourd'hui, on l'a et on la porte à nos enfants. Et je me dis que les choses ne vont qu'en s'améliorant. Donc, tant mieux. C'est vrai que nous, on a vécu cette période où aujourd'hui, avec du recul, on se dit, ouais, c'était pas génial. Non, c'était pas génial. Mais on apprend de nos erreurs et c'est finalement ça le plus important. Avant de revenir à WAM, justement, avec le beurre de karité, il y a eu Oui, Coloris en ouais. 2007. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette expérience? Est-ce que ça a été d'ailleurs ta première expérience dans l'entrepreneuriat? Oui, ça a été ma première expérience. Bon, juste avant ça, j'avais aidé un ami à lancer un magazine de beauté qui m'avait et donc un ami photographe et ça m'avait donné un petit peu une idée hein, de quel était comment était le marché, qui étaient les grands acteurs, etc. Mais oui, Coloris c'était ma première expérience. En fait, Coloris est né donc quand j'ai quitté, moi j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai intégré une société internationale dans l'industrie qui s'appelle Schlumberger. Et quand on a quitté Cécile Abric, mon ex associée de Coloris et moi, on voulait, on avait une seule certitude, c'est qu'on voulait créer une boîte ensemble. Et donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, écoute, moi, j'ai une idée, viens, je te montre. Et donc, je l'ai un petit peu amené avec moi dans mon cursus beauté, avec voilà, le parcours de combattant pour trouver les produits adaptés, les différents environnements différents qu'on a entre le fond de teint qu'on va trouver à Sephora, mais qu'il faut aller se coiffer à Château d'Eau, enfin, bref, tout ça. Et donc là, c'était une certitude pour nous qu'il fallait une enseigne. Voilà, c'était mon idée, c'était créant une enseigne qui réponde à mon besoin, parce qu'on a des milliers de femmes ce même cas de figure, et avec en plus des budgets dépenses beauté énormes. Et c'est juste dommage qu'on n'ait pas une réponse, quoi. Donc, Colorit est la première enseigne en France à proposer une offre globale, complète, sélective aux femmes noires mathématiciées et située en plus dans les circuits classiques où sont toutes les autres enseignes, c'est-à-dire dans les centres commerciaux. Voilà. Comment se passe cette Alors, aventure? c'était une très belle aventure. On a gagné énormément de prix, notamment le prix de l'innovation d'Unibail Rodamco. On y allait très vite aussi. En 3 ans, on avait déjà 5 points de vente à nous, plus voilà des déclinaisons qui étaient en cours, etc. Alors, ça a été très très un succès.
on va dire, un grand succès en termes d'innovation retail, en termes de communication, etc. Ça a été en fait un peu plus compliqué sur le succès commercial parce que on était à un moment, on était en 2000, on a lancé en 2007, 2008, on s'est pris la crise et juste après il y avait le Forum des Halles qui était entré en travaux pendant plus de 3 ans. C'était notre boutique phare. Et donc, effectivement, il fallait avoir les reins solides quand même pour tenir. Et à un moment, on a dû, du coup, enfin, accepter de céder ça à des structures plus grosses et qui avaient plus de taille et plus à même, en tout cas, de supporter cette phase dans laquelle on était, mais en même temps de pouvoir aussi apporter les fonds et les moyens nécessaires pour déployer l'enseigne à un plus haut niveau. Donc c'est ce qu'on a fait en fait en cédant du coup coloris à un groupe de coiffeurs. Et puis je les ai accompagnés et c'est ça m'a permis aussi ça d'avoir une période courte de 3 ans pendant laquelle j'étais consultante à mon compte et j'ai développé, donc j'avais déjà cette expertise retail et marque que j'ai pu en fait approfondir aussi en aidant d'autres marques à créer soit leur concept, soit à créer leur propre marque, leur propre gamme de produits. Et puis évidemment, j'ai été rattrapée par la soif d'entreprendre et cette fois-ci avec quand même étant mieux armée, à savoir que cette fois-ci je savais exactement ce que je voulais, je savais aussi comment faire puisque j'ai pu l'exercer plusieurs fois et j'avais une bonne expérience dessus, une expertise aussi sur le concept et la marque. Et donc voilà, j'ai pu mettre en avant le projet WAM. Justement, juste pour terminer sur la partie Mmh. coloris, comment tu vis le moment où justement tu dois vendre ta société? Est-ce que pour toi c'est une réussite ou est-ce que c'est un échec? Parce qu'on peut le voir des deux côtés. Toi, tu l'as vécu comment à ce moment-là? Parce qu'en plus, vous cartonniez, mais de devoir vendre quand ça va bien, c'est ça qui est quand même énorme. Toi, tu le vis comment à ce À moment-là? ce moment-là, on le vit comme une très grosse frustration. Après, en face, il y avait quand même des promesses, on va dire, de mettre les moyens en place pour continuer le travail. Et à un moment, on est obligé de prendre une décision. C'est OK, on peut continuer avec son petit bateau, ou alors on a en face la possibilité de laisser ce bateau voguer de ses propres ailes avec des moyens qu'il lui faut pour prendre de l'élan. Enfin, donc du coup, évidemment, sur le moment, c'est toujours une frustration, c'est toujours compliqué de l'accepter, mais il faut à un moment déconnecter l'affect de l'intérêt de ce qu'on a créé, de sa boîte, parce que quand on crée quelque chose, à un moment, ça ne nous appartient plus. C'est la priorité, c'est le concept et c'est la société, c'est sa viabilité, c'est sa capacité à justement perdurer. Et il faut faire les choix, quoi. Donc, mais ça, bon, c'est la vie d'entrepreneur, c'est qu'on est toujours face à des choix et souvent des choix qui sont très difficiles ou impossibles. Mais à un moment, c'est ça aussi de gérer, c'est qu'il faut décider, quoi. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui vont peut-être nous écouter et qui sont encore dans l'affect, dans l'émotion, en se disant ouais, mais c'est mon bébé, c'est peut-être la première société que j'ai créée et là je suis face à un Ouais. dilemme. Ok, la société va pouvoir grandir, mais je serai plus aux commandes, aux manettes. Et tu nous dis, ouais, mais des fois, c'est la bonne solution parce que c'est comme ça que justement, le bébé grandit. Et l'idée, quand on crée une société, c'est de le faire C'est grandir, en ça. fait. Et tiens, là, tu vois, t'as parfaitement résumé la chose. C'est exactement la, la bonne. Enfin, pour moi, c'est exactement la problématique qui s'était posée à l'époque. C'était, oui, c'est mon bébé, je dois me battre pour le garder. Et à un moment, un mentor que j'ai eu m'a dit très clairement, mais tu sais, Dinabat, tu es jeune, tu as créé une fois, tu recréeras.
Et ça, je m'en souviens très bien. Et c'est un ami de très. Enfin, c'est un. En fait, d'ailleurs, j'invite tous les entrepreneurs qui nous écoutent à se rapprocher de l'Institut du mentorat français. Et donc, j'avais rencontré Pascal Bonneau, qui fait partie de mes mentors actuels, grâce à cette aventure et qui me suit toujours aussi au niveau de WAM. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est vrai, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Parce qu'à un moment, en fait, on y met tellement d'énergie à essayer de garder quelque chose à nous, alors qu'en réalité, si on prend un peu de recul, on met les priorités en face, on se dit, effectivement, peut-être laisser la chance au concept de prendre son envol. Et moi, je peux pas lui apporter ça toute seule, quoi. Et tu vois, ça, c'est une phrase que tous les entrepreneurs m'ont dit. Si je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois. Et ça revient à chaque fois. Si je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois. Je peux le faire trois fois. Et c'est vrai que c'est un état d'esprit en fait, mais je crois que ça arrive aussi avec le temps. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc à un moment, on sait qu'on sait faire, mais ça vient avec le Oui, temps. c'est là où on voit la différence entre ceux qui ont ça dans les guts, on va dire, et les autres. Ouais. Bon, après, on peut nous traiter aussi de casse-cou. Il y a un peu Ah de ça. des fois, ma mère, le jour où je lui ai dit que je démissionnais pour aller créer ma boîte, elle a failli tomber en syncope. Donc, parce que j'avais un poste, un super poste dans une boîte hyper, énorme, internationale. Donc, oui, non, ça avait du mal à passer. Il y a ceux qui vont essayer et qui vont se dire plus jamais. Et puis, il y a les autres qui vont tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever jusqu'à tenir le bon bout. Et en fait, c'est ça. Là où les Américains sont très forts, et ça commence à venir en France, en fait, c'est la valorisation, en fait, de l'échec aussi. Des expériences passées, des expériences moins glorieuses, on va dire. Et c'est souvent, les gens ne l'avouent pas forcément, mais c'est ça aussi qui forge. Et c'est ce que je dis moi quand je fais du coaching à certains jeunes, je leur dis écoutez, d'abord travaillez un petit peu, parce que sortir de l'école, créer une boîte, bon, il y en a qui y arrivent, mais franchement, c'est pas, moi je le conseille pas, parce qu'il faut quand même avoir une certaine expérience, en tout cas de la gestion de projet, parce que c'est quand même à minima ça, une boîte. C'est savoir gérer un projet, parce qu'on va être au four, au moulin, on va être sur tous les fronts, on va parler à des gens sur tout. Et il faut savoir en fait coordonner tout cet ensemble pour arriver à un seul objectif. Et donc, commencer par déjà apprendre à travailler dans une entreprise quelques années. Ça structure, ça permet de savoir comment s'y prendre pour à gérer un projet et le développer. Alors toi, ton expérience coloris te permet de te dire, ok, je l'ai fait une fois, je vais le faire deux fois, et WAM arrive. Mais WAM arrive comment? C'est quoi la genèse de WAM? La genèse de WAM, c'est tout simplement le beurre de karité. On Oui, y j'avais revient. en tête déjà quand j'avais coloris, je me disais mais je voudrais à chaque fois que j'utilisais le beurre, j'ai dit mais moi je tout le monde sache tous les bienfaits que ça a, ce produit, c'est incroyable et tout. Et quand j'ai été maman, j'ai commencé effectivement à plus l'utiliser et je me suis rendu compte encore plus que c'était incroyable de pouvoir avoir un seul produit qui fait plein de choses. Tu vois, je dis la même chose et c'est vrai que comme je disais, ma mère me disait tout le temps à chaque fois que je lui dis maman, qu'est-ce que je fais pour ça, elle me dit prends le beurre de karité, je suis enrhumée, prends le beurre de karité, il s'est blessé, prends le beurre de karité. Et du coup je me dis ok, c'est génial, on peut tout faire avec, il faut que je le dise, il faut que tout le monde le sache quoi. Il y avait une frustration, c'est que quand je cherchais du beurre de karité en France, du coup je me le faisais envoyer du Sénégal, j'arrivais pas. À l'époque, on parle de, quand même, maintenant, depuis ça a changé, on parle d'il y a 20 ans, quoi. C'était difficile de trouver un beurre brut, que non raffiné. Euh, et donc je me disais, c'est quand même dommage de trouver que du beurre raffiné. On n'a pas l'impression que c'est du beurre de karité, etc. Et donc ça a été ça. Et après en fait, donc j'étais encore chez, j'étais encore dans la partie consulting et je me disais mais en fait
la crème de 8 heures d'Elisabeth Arden, c'est un produit unique, multi-usage. Tout le monde la connaît comme étant le produit baume à tout faire. Et j'ai sorti mon beurre en me disant, allez, je publie 14, au moins 14 façons de trouver, d'utiliser le beurre de karité. Et en fait, il y en a plus que ça. Donc j'ai commencé comme ça, en fait, avec le site internet, la première publication. Et le premier réseau qui m'a tout de suite référencé mon beurre, c'est Gyuda. Je sais pas si vous connaissez le site internet. Ouais. Très connu. Premier client de WAM. Gyuda référence le beurre et en fait je vois que ça se vend, etc. Je dis mais effectivement j'ai envie de faire la même chose avec plein d'autres huiles, plein d'autres ingrédients et donc j'ai lancé des huiles végétales derrière. On a été référencé du coup le fait d'avoir aussi à l'époque j'avais quand même je commençais à avoir quelques années d'expertise dans le domaine cosmétique, un réseau aussi national et international de clients et j'avais donc contacté une enseigne en Belgique, Die, qui était effectivement notre première enseigne. Ils nous ont référencé, ils m'ont référencé. Je dis moi parce qu'à l'époque j'étais toute seule. Moi et mes 6 huiles, le beurre et les 6 huiles, et ils nous ont référencé effectivement dans toutes les enseignes. Il y avait 120 points de vente. Wow. Et je raconte encore aujourd'hui que la première palette qui est partie chez Die, je l'ai filmée dans mon garage où était mon stock. C'est incroyable. J'avais même pas de place pour passer autour de la palette avec mon film. Mais c'est bien de garder, je trouve que c'est hyper important de garder ces images-là, que ce soit en mémoire ou de les filmer, parce que quand justement, où il y a des périodes où ça va pas, ou même quand ça va, se rappeler d'où on vient et se dire ouais mais ça a commencé là quand même. Ok, aujourd'hui tout le monde connaît WAM, on est partout, mais ça a quand même commencé là. Et c'est vrai que même quand je me dis s'il y a des gens aujourd'hui qui vantent les qualités de WAM, parce que c'est là quoi, on peut pas dire le contraire. C'est-à-dire au début il y a peut-être des gens qui ont pas cru en nous, mais voilà, on était là et je me dis que c'est tellement, moi ça me donne des frissons des histoires comme ça. Ouais, non, c'est très sympa. Enfin, quand j'y repense, les premiers clients internet, on est j'ai un client. C'est génial. Justement, WAM est une marque éthique et bio qui propose une approche multiculturelle, minimaliste et transparente de la beauté. Pourquoi avoir misé sur ce secteur à une période où c'était pas encore la mode? C'était oui en fait c'était important pour moi parce que justement mon objectif c'était de partager les ressources naturelles de la terre, donc je ne pouvais pas ne pas prendre en compte aussi tout ce qui peut être nuisible pour la terre et pour l'homme. Pour moi, c'était une approche qui semblait tellement plus saine en fait d'utiliser les produits naturels tout seul, sans actifs, etc. En fait, tout ça, c'est vraiment c'était juste une évidence. De par le concept lui-même qui était en fait de vraiment partager les ressources du monde, de se partager les idées de recettes, les astuces beauté de nos mères, nos grands-mères, de toutes les cultures. Évidemment, on peut pas faire ça et ne pas avoir un profond respect de la terre qui est à l'origine de tout ça. Donc la partie écologique évidemment, et derrière évidemment quand on est quand on est dans la cosmétique, moi j'avais développé des marques pour des clients ou aider à développer des marques et je voyais bien que je n'étais pas en phase en fait avec leur demande parce que moi, ce que j'allais privilégier, ça allait être la composition, la formule, l'éthique et les actifs. Et c'était pas forcément le résultat attendu, qui était plus un résultat sur le rendu, etc. Donc déjà, je sentais que j'avais pas ces mêmes, que j'avais besoin de créer quelque chose qui me ressemblait plus pour prendre en compte en fait ces valeurs qui m'étaient déjà assez chères.
Et donc j'ai démarré dès le départ en m'imposant tout de suite déjà minimaliste sur le packaging, minimaliste sur la composition, avoir des formules saines, du green. Et en fait, je me suis tout de suite retrouvée aussi avec j'ai des influenceurs hein, qui ont vraiment cautionné ma démarche. Peau Neuve, par exemple, avec qui on est très proche aujourd'hui, a été une des premières aussi à vraiment parler de la marque et à saluer en fait les efforts qui étaient faits pour justement être green, mais pour de vrai, quoi. Ouais. Et en fait, moi, il y a un truc qui me paraît tellement évident quand je t'entends, c'est que finalement, tu as juste fait un retour aux sources, parce que tu nous le disais, ton beurre de karité que tu utilisais quand tu étais enfant, il y avait rien de plus naturel en fait. Et t'es juste retourné à ce que tu connaissais. Et finalement, quand je regarde aussi, toi, donc tu viens d'Afrique, moi je viens des Antilles, et quand je vois ce que tu disais, ma maman il y a très longtemps, c'est pareil, c'est des choses toutes simples, sans rajouter quoi que ce soit, mais c'est la source, c'est la base et c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps qui pendant quelques années on s'est dit ouais non mais c'est pas suffisant alors qu'au final si c'était suffisant. Ouais, c'est ça, c'était largement suffisant quand on regarde, il faut juste regarder la peau de nos mamans et la nôtre hein, c'est nos grand-mères encore plus hein. Moi je me rappelle mes grand-mères elles étaient waouh, elles avaient des peaux belles lisantes voilà donc on se dit bah effectivement nous, on s'est créé tellement de produits. À un moment, moi, j'étais dans les cosmétiques, mais j'en avais dans tous les sens, des produits pour tout. Et puis, à un moment, en fait, allez, on dit stop à tout ça, on enlève tout, et puis, en fait, on a besoin de 3-4 produits et avec ça, on fait tout, on fait plein de choses, quoi. Et moi, c'est ça l'esprit de WAM depuis le départ. C'est à proposer des alternatives minimalistes, saines, pour l'homme et la planète. Et donc, ça, quand on décline ça, ça donne effectivement un respect profond pour l'écologie. Ça donne le sourcing des matières premières, essayer effectivement d'avoir un sourcing éthique et équitable, mais en même temps de sourcer des matières premières non controversées, de proposer des formules saines et avec minimalisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de superflu, donc on n'est que sur l'essentiel. Aujourd'hui, WAM est connu partout, tout le monde connaît WAM. Comment on réussit à trouver sa place, à se faire vraiment, à être autour de la table dans un marché qui nous attend pas du tout, justement parce qu'en plus toi t'es arrivé, toi tu fais partie des pionnières, donc comment t'as fait à ce moment-là pour vraiment te faire ta place? Alors, en fait, il y a une chose qui est quand même incroyable en ce moment, c'est que jusqu'ici, jusqu'à l'arrivée en tout cas des réseaux sociaux, on pouvait pas se faire une place en tant que marque. Donc parce qu'on n'avait pas de vitrine en fait, si on n'est pas représenté dans une enseigne, ben on peut pas, sa marque peut pas vivre quoi. Là, le digital a fait changer complètement, il y a eu un changement de paradigme incroyable qui a permis à des marques naissantes de trouver une communauté qui la cherche et qui l'attend. Donc on n'est pas obligé d'attendre qu'une grande enseigne nous coopte ou nous référence pour nous donner en fait une vitrine. Et ça a complètement changé le marché, ça a bouleversé le marché et j'avoue que c'était pour nous une opportunité aussi d'exister parce que du coup, à partir du moment où on avait une offre qui était attendue, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres concurrentes en fait sur le do it yourself. Il y avait effectivement un gros faiseur que j'avoue que je ne connaissais pas quand j'ai créé la marque, donc j'ai découvert par la suite. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir du coup des clients, avoir des abonnés sur Instagram parce que les gens aimaient bien que je partage mes recettes, qu'on communiquait dessus, les blogueuses relayaient, j'avais des partenariats, etc. Mais ça nous a donné tout de suite une communauté qui se retrouvait en fait dans nos messages, dans nos valeurs et aujourd'hui qui font partie de nos clients, quoi. Ouais. Mais moi, c'est comme ça que je vous ai connu. Moi, j'ai connu WAM sur les réseaux sociaux, notamment grâce à Peau Neuve que je suis toujours. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est totalement ce que je recherche, en fait. Des produits simples que je peux utiliser purs ou en faisant ma petite tambouille à la maison. Et j'ai trouvé le concept juste génial. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, on n'est pas dans cette tendance greenwashing où on te vend des choses qui coulent de source en disant on fait ci, on fait ci, on fait ça, alors que à la base, la loi dit qu'il faut le faire. Comme beaucoup de marques le font. J'ai trouvé que WAM, c'était de la simplicité de dire on a juste un bon produit
essayez-le. Et j'ai trouvé que c'était tellement pur, tellement simple que moi ça m'a parlé tout de suite. Il n'y avait pas de publicité extravagante avec des promesses, voilà, en veux-tu, en voilà. C'était tout en simplicité et finalement comme le produit que vous proposez en fait. Et je trouve que justement la communication est totalement liée au produit et que tout est cohérent. Bah, c'est génial. En tout cas, c'est du beau moqueur d'entendre ça. Merci Tia pour ton retour. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as toujours su que ça marcherait? Là, je parle de WAM. Est-ce que dès le départ, tu t'es dit, c'est sûr que ça va marcher? Alors, en fait, c'est un truc que ça, c'est pareil. Hein. Quand on entreprend quelque chose, faut être son premier fan, hein, parce que sinon, c'est pas la peine. C'est clair. C'est clair. Parce que si tu veux, hein, autour de toi, tu as trouvé 10 personnes qui vont te dire, mais t'es folle, ça va pas, tu prends trop de risques. Donc oui, en fait, il faut avoir ça le plus profond de ses tripes, on tient quelque chose et que ça va marcher, quoi. Donc ça, déjà, bon, après, effectivement, on peut se prendre une grosse claque et puis bon, redescendre de son nuage, mais il faut quand même y aller. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles depuis le début de WAM? Et si oui, comment tu les as surmontés? Comment tu arrives à te dire, on garde le cap parce que j'y crois? Comment tu arrives à faire ça? Oui, alors, je suis une grande optimiste déjà de nature, mais c'est vrai qu'aussi, j'arrive parce que je suis aussi une grosse bosseuse. Donc on travaille, enfin toute l'équipe l'est en fait. On bosse beaucoup. On se donne à fond dans tout ce qu'on fait, même avec nos petits moyens. Souvent les gens pensent en fait qu'on est une multinationale, on n'y est pas encore, hein. Ça vient, ça vient. Mais avec beaucoup de volonté, de la créativité, on arrive à faire des trucs dingues parce que on s'est toujours en fait positionné en termes d'objectifs et d'ambition au niveau des plus gros. Voilà. Donc, même si on est très loin derrière derrière le grand leader de notre marché qui est Amazon, hein, on est très très loin parce que forcément c'est déjà une très grosse boîte qui a 20 ans d'existence, mais on s'est toujours quand même positionné et on a toujours une vision très très haute et d'abord sur le perfectionnisme, on essaie d'être très bon dans ce qu'on fait. On est aussi très transparent dans nos messages quand on fait quand il y a des problèmes comme la hausse des prix, on a dû communiquer dessus, on a voulu communiquer dessus, on est transparent dans nos changements même d'étiquette par rapport à nos clients, etc. On leur dit, on parle à nos clients. Et puis après, je pense que le fait aussi de toujours viser d'être au top, ça nous mène forcément vers le haut, comme on dit. Hein, tu vises la lune, au moins jusqu'aux étoiles. Hein, donc voilà, ça c'est. Je pense que c'est. Et après, il faut quand même se dire qu'à un moment, en tant qu'entrepreneur, on peut, comme on parlait de petits bébés que tu fais grossir. Si tu veux vraiment atteindre un certain niveau, il faut s'entourer. Il faut s'entourer assez vite. Et c'est vrai que s'entourer, c'est aussi des fois s'entourer de gens qui sont plus experts que soi dans leur propre domaine. Et c'est comme ça qu'on grandit en fait, parce que ils apprennent de moi sur certaines choses, et puis j'apprends toujours de tout le monde. Donc oui, il y a aussi aujourd'hui un problème d'éducation dans l'entrepreneuriat où on nous apprend pas à être entrepreneur. Donc c'est très utile, tu vois, des podcasts comme tu fais là, de faire partager des expériences. Donc c'est pareil, il faut se documenter, etc. Mais clairement, à un moment, on rentre dans un marché, il faut vraiment avoir l'ambition d'être au même niveau en termes de se donner les mêmes exigences. Nous, on a beaucoup travaillé, par exemple, WAM, on fait énormément d'efforts sur nos packaging. On veut que nos produits soient beaux. Le contenu soit bon, soit parfait. Enfin, je veux dire, les huiles, on les source avec qualité, on exclut. En fait, on ne laisse pas passer
on ne tolère aucun dérapage. On est très exigeant envers nous-mêmes et envers effectivement nos partenaires pour avoir des produits de qualité. On va jusqu'au bout et du coup, quand on n'a pas, quand on est aussi exigeant, évidemment, on peut se permettre de monter aussi haut qu'on le souhaite. Après, évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est déjà une première étape. Tu as commencé seule. Aujourd'hui, vous êtes combien à On est WAM? 30. Waouh! Ouais, t'as su t'entourer. C'est difficile de recruter justement une équipe qui a la même vision que soi, qui va dans la même direction. Je pensais que c'était difficile, mais en fait, non, ça ne l'est pas du tout. Parce que d'abord, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vont postuler chez WAM parce que d'abord les valeurs, nos valeurs leur parlent et parce que ils partagent en fait ces valeurs-là. Ils veulent bosser dans une boîte où ils se sentent bien et ils sentent qu'ils vont dans la même direction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même enfin, les collaborateurs ne veulent pas juste une carte de visite, ils veulent aussi être dans une entreprise dans laquelle ils se reconnaissent et avec lesquelles ils partagent les valeurs. Donc, c'est une chose. Ouais, c'est super important. Ouais. Et après, ça a été bon. Je pensais que c'était plus difficile que ça, mais aujourd'hui, franchement, je peux pas dire que c'est un problème. Au contraire, on a des gens de talent et malgré le fait que bon, on n'est pas forcément très proche enfin, on est en banlieue parisienne, mais on n'est pas dans Paris même, il y a quand même quelques contraintes, mais après les gens qui sont passionnés par l'entreprise, par leur métier et par aussi le dirigeant, parce que ça aussi c'est important, on s'engage toujours pour travailler avec quelqu'un. Et donc tout ça fait partie des choses qui créent en fait un esprit d'entreprise où aujourd'hui on est très très bien dans la boîte, tout le monde, on a quand même un esprit familial qui est assez fort. Donc oui, c'est chouette. C'est génial. Il y a quelques temps de ça, on parlait que de WAM. Pourquoi? Parce que vous avez quand même levé 5 millions d'euros auprès de We Positive Invest 2. Donc, c'est un fonds à impact lancé par Arkea Capital. Est-ce que vous vouliez absolument travailler avec We Positive Invest? Est-ce que pour vous, la démarche éthique de WAM passe aussi par le choix de ses investisseurs? Tout à fait. Donc j'ai en fait lancé cette levée de fonds et ça a été assez rapide en fait avec Arkea. Mais on avait targeté dès le départ les fonds impact. Parce que en fait nous on est déjà une entreprise qui avait une image et des valeurs impact enfin on est une entreprise engagée et ça se voyait en fait, notre démarche était déjà assez cohérente à travers différentes initiatives qu'on a déjà engagées en tant que jeune entreprise, mais par contre il fallait aller encore plus loin et structurer. Et ça, ça nécessite des ressources, ça nécessite des moyens que seul un fonds impact peut comprendre et peut nous apporter. Voilà, donc c'était là l'idée, en fait, c'était de se faire entourer pour aller encore plus loin dans notre démarche. Et comment s'annonce le développement de la marque alors? Si tu peux en parler. Ah oui, non, mais là, du coup, évidemment, il y avait la partie impact qui était importante dans cette levée de fonds, mais il y a aussi effectivement le développement de WAM, puisque l'idée, c'est aussi d'avoir les moyens de déployer la marque à l'international, de s'entourer encore plus avec, du coup, une force commerciale, le marketing, les moyens de gagner en notoriété. Et tout ça, évidemment, ça nécessite des fonds, un BFR à financer, et un business plan du coup ambitieux pour, comme je dis, se tailler une place dans la cour des grands.
Et vous êtes pas loin, vous êtes pas loin. Alors, vous avez lancé une nouvelle gamme de produits de soins sans eau. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais c'est trop fort, c'est juste trop fort. Est-ce que tu peux nous en Ah parler? oui, alors ça c'est vraiment le projet dont je suis extrêmement fière. C'est la gamme Magic Powders. Donc on a voulu l'appeler comme ça parce que pour nous c'est vraiment c'est tout, l'eau est dans la salle de bain, la magie est dans le flacon, on met de la poudre et ça mousse. Donc en fait on a voulu donc on a créé la gamme Do It Yourself qui pour nous est une gamme déjà dans notre concept en tout cas d'éco-responsable, puisqu'on est sur le minimalisme, le sourcing des ingrédients et du mono-ingrédient. Et puis là, on voulait aussi aller encore plus loin et on s'est posé la question de, ok, les cosmétiques solides sont la tendance, mais est-ce qu'on peut faire des solides, etc. Et on s'est dit, mais en réunion comme ça, j'ai dit, mais pourquoi on fait pas de la poudre? Et donc là, tout le monde m'a regardé de la poudre. J'ai dit, oui, des poudres, tout en poudre. Imaginez une boutique entière où toutes les cosmétiques sont en poudre. Et là, l'équipe que j'ai, qui est, je pense, aussi casse-cou que moi, s'est dit, bah oui, non, mais carrément, on y va. Et la R&D, maintenant qu'on a la chance d'avoir internalisé depuis 2 ans, a commencé à développer les formules. Et puis, on a développé cette gamme. Donc, c'est une gamme de cosmétiques sans eau. Donc déjà, l'eau est une denrée importante dans le monde et qu'il faut préserver. Donc le fait de ne pas avoir d'eau, il n'y a pas de conservateur, il n'y a que du bénéf. C'est un mélange de poudre d'actifs. Donc tous les en fait, en gros, on prend le shampoing, on enlève l'eau et on a tous les actifs. Sauf que nous, c'est des actifs qui sont bio, qui sont biosourcés aussi et qui sont 100% naturels. Donc du coup, il n'y a pas de formulation à chaud. Donc on préserve l'énergie. Parce qu'il n'y a pas d'eau, ben, les flacons sont plus légers. Et donc, on a moins d'empreintes carbone. Donc, on vient de justement d'être lauréat des Victoires de la beauté responsable sur le nettoyant visage en poudre. Et ce qui est génial, c'est que c'est efficace. Donc, on utilise le produit sans eau. On utilise l'eau de la salle de bain. Donc, on met de la poudre dans sa main et ça mousse. Et avec ça, cette mousse, on se lave le visage. Ou quand on est sous la douche, c'est pareil. Avec ça, on fait son shampoing ou sa douche, etc. Là, il y a combien de produits dans cette gamme aujourd'hui? Il y a 4 produits, Magic Powders. On en a aussi d'autres produits qui arrivent en début d'année. Voilà, donc on adore, nous, en tout cas, voilà, c'est ce qui le Alors moi, c'est clairement la prochaine gamme que je dois tester parce qu'en étant hôtesse de l'air, les liquides, c'est ma hantise. Tu vois, pour la petite histoire, mon dernier voyage, donc là je suis en vacances, mais mon dernier retour sur Berlin, le mec au filtre, je sais pas, je crois que ma tête ne lui revenait pas. Et en fait, alors moi j'essaye de voyager léger, donc j'avais juste mon bagage cabine volontairement, donc j'ai ma petite trousse. En fait, c'est vrai que moi j'ai pas le sachet qu'on donne aux gens, j'ai une petite trousse transparente qui passe tous les jours. C'est vrai que parce qu'elle est transparente, on voit ce qu'il y a dedans, ça passe. Là, le monsieur, il m'a dit non, ça passe pas. Et tu vois, si j'avais tes produits, je me serais là, aucun problème. C'est sûr qu'il faut que tu les testes parce que c'est sûr. Mais clairement. Ça règle tous les problèmes de passer. Ah ben, en plus, ce qui est super drôle, c'est ah ben non, vous avez une bouteille. Ben non, vrai, c'est non, voilà, c'est ça. Et derrière, pareil, les flacons qui se renversent dans la valise, etc. C'est hyper économique, pardon, parce que quand on a la petite bouteille de dentifrice, ça dure, on peut faire 300 utilisations, donc ça, 100 jours avec, donc hyper économique, pratique, voilà. Nous, on est super convaincus, on adore cette gamme, ça commence à prendre sa place aussi. On sait qu'on est en avance sur la tendance, mais on est persuadé que c'est la cosmétique de demain, donc. Ouais. J'ai une amie avec qui j'étais un jour, elle avait une peau de crème qu'elle a oublié de mettre ensuite. Peau de crème, d'une crème que je ne nommerai pas, que tout le monde connaît, le pot est à 300 € quoi. Et l'agent à l'aéroport était très content de lui dire non, ça passe pas. Mais le pire, c'est qu'ils sont contents. Souvent, ils sont contents. Et je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Franchement, elle a tout fait. Elle était prête à aller chercher une valise et mettre.
Bah, j'imagine, hein. C'est ouais, non, vraiment, les aéroports, Ouais. mais ne serait-ce que pour le milieu aérien, mais tu vas vendre des millions de C'est produits ça. à En Magic fait, Power. on vise effectivement. Je sais que cet été, il y a eu une explosion des cosmétiques solides parce que justement, le voyage a repris et donc les gens sont de plus en plus intéressés. Et je pense que la prochaine étape, c'est les poudres. Et en termes d'écologie, nous, on va encore plus loin parce que nous, il n'y a même pas de chauffe, on n'a pas de cire à chauffer, etc. Les actifs sont 100% formulés à froid, donc ils sont préservés. Et comme je dis, il faut le tester parce qu'on l'adopte assez facilement. Moi, je dis que c'est la prochaine trousse de voyage à avoir dans ses affaires. Exactement. Alors, dernière question, qui est pour moi la plus importante parce que généralement, c'est celle que les gens vont retenir. Donc, c'est si on devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il? Ah oui, une seule chose. C'est compliqué de se définir avec une seule chose. C'est dur, hein? Euh, ah là là, tiens, c'est dur ça. Hein. Ou un message, ou allez, tu peux deux. Si tu veux deux, tu peux. C'est ton émission. Alors, comme je suis une très grande optimiste, comme je dis, là, c'est un parcours toujours compliqué et j'ai une phrase qui revient souvent et que j'ai souvent citée, c'est que le soleil se lève toujours et que c'est que même dans les moments les plus dark, il faut se dire, c'est pas grave, demain sera un autre jour et on va y arriver. Et comme je dis, il faut pas avoir peur d'essayer. De se lancer dans son aventure parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on est son premier fan ou on l'est pas. Donc si on a une idée en tête et qu'on a envie et que vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, il faut vraiment se dire ok, je fais une petite parenthèse dans ma vie et je vais tenter et j'y vais. Et s'il faut retenir une expérience, pour moi, c'est clairement que finalement, en partant de pas grand chose, un ingrédient unique en Afrique que tout le monde connaît, on arrive quand même aujourd'hui à créer une valeur, à apporter sa petite touche dans le monde. Et en fait, quand on regarde le chemin parcouru, on se dit que c'est quand même aussi une expérience qui est faite de rencontres humaines. Donc si je dois résumer mon parcours sur WAM, c'est vraiment la rencontre, parce que c'est le fait de, à chaque fois ça crée quelque chose d'incroyable, que ce soit avec mes partenaires, mes investisseurs, mes collaborateurs, différentes personnes avec qui j'ai travaillé, mon maître savonnier, c'est que une série de rencontres et c'est ça qui m'enrichit tous les jours et je pense que c'est ça qui fait que ça vaut le coup de faire l'aventure, quoi. Merci beaucoup pour cet échange, c'était génial, on a appris beaucoup de choses et t'es lumineuse et c'est vrai que juste ça donne envie de se dire allez, on tente l'aventure, on essaye. En tout cas, si vous ne connaissez pas WAM, chose qui m'étonnerait, n'hésitez pas, ils sont partout. Essayez, vous verrez, c'est l'adopter. Et en tout cas, merci vraiment pour avoir partagé ton expérience et ta vision des choses avec nous. Merci à toi pour ta joie de vivre. Enfin, je veux dire, cette interview a été extra et je me suis vraiment régalée. Merci. Merci beaucoup. Merci également à vous qui nous écoutez chaque semaine. On revient la semaine prochaine. N'oubliez pas que l'épisode est aussi disponible sur YouTube. Sur ce, comme d'habitude, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à la semaine prochaine.